Hello, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment un simple tweet peut générer un flot d'innovation et de productivité orienté data, intelligence artificielle et comme à la fin, juste avec une simple phrase, on peut générer des documents d'une grande qualité avec des données à jour, pertinents et implémenter des cas d'usage qui habituellement sont complexes à mettre en œuvre et qui là nécessitent juste une phrase, une question. Donc je vais commencer par un tweet qui a généré en fait la réalisation de ce prototype, de ce proof of concept qui est fonctionnel. Donc un tweet du projet Jupiter et donc une annonce où on dit que Jupiter AI est sorti et que donc on peut utiliser de l'intelligence générative directement au sein des Jupyter Notebook avec des Magic Commands. Donc on va voir ce que c'est. Et une interface chat. Donc ça c'est pas ce qui va me concentrer, mais par contre les Magic Commands, oui, on va voir à quoi ça ressemble. Et donc, allez, c'est parti. Donc, on va commencer par la base. Donc, Jupyter Lab, donc c'est la fondation qui s'occupe de toute la partie Jupyter. Et ici, sur les repositories, donc en plus, hein, c'est open source, on a le projet Jupyter AI qui est disponible avec toutes les documentations qui vont avec. Donc, voilà. Donc, c'est super bien documenté. Et nous, on va voir qu'est-ce qu'on en a fait dans un cas réel. Et je vais partager le code source. Et on va voir ensuite un cas concret d'application. Alors c'est parti. Donc Jupyter AI Magic. Donc le concept, c'est qu'on peut avoir besoin dans un notebook d'appeler différents services d'intelligence artificielle qui peuvent être en API, qui peuvent être locales, qui peuvent être hébergés chez Hugging Face, chez Cohere, chez Google. Donc il y a une énorme variété et selon nos abonnements, nos préférences, nos besoins, on a besoin de les appeler, mais idéalement de manière uniforme et simple. Donc c'est exactement ce qu'on va faire et le but c'est que dans notre notebook, au final, nous, en tant qu'utilisateur final, on va pouvoir se concentrer sur le storytelling, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin de mettre énormément de quantité de code. Juste, on va mettre une petite commande et ça va faire le job. Donc, allez, on va voir un peu plus dans le détail. Donc voilà, grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'avec cette magique commande, donc pour 100% AI, on va mettre le modèle d'IA qu'on va appeler, une option de format de sortie, donc là par exemple Markdown, et ensuite je mets ma commande. Donc c'est comme une commande de chat. Donc ça, je demande, là je mets mon prompt, et à la sortie, qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer la réponse du modèle d'IA directement dans la cellule qui suit dans le notebook. Donc il y a pas mal de ressources que j'ai mises pour qu'on puisse exploiter au mieux. Donc le projet sur GitHub que je vous ai déjà montré, la documentation, et puis le fait que Jupyter AI est super porté, donc en fait voilà, hein, il est supporté sur Kaggle. Donc si on va sur le projet, voilà. Donc là, on voit qu'il supporte énormément de plateformes. Donc Jupyter Lab, donc ça veut dire en local, Jupyter Notebook, Google Colab évidemment, Kaggle, les plugins VS Code, etc. Donc c'est super portable, c'est super intégrable, donc très très pratique. Parmi les choses qui sont super intéressantes, c'est que on peut interagir avec le notebook, c'est-à-dire qu'on peut injecter dans des variables, on peut récupérer des variables, donc on va vraiment pouvoir s'intégrer avec le Jupyter Notebook. Et je vais démontrer tout ça par la suite. Les options de formatage, donc il y en a pas mal. Donc on peut générer du code, si on veut coder plus vite, on demande à générer le code, et en plus après le Jupyter Notebook va exécuter le code, donc ça on va voir. Du format image en sortie, par exemple pour le text to image.
Le Markdown, super pratique pour faire des documents bien propres. Des formules de maths pour faire des formules qui ressemblent à du LaTeX. Ça, on va le voir. Du HTML pour avoir un beau formatage et puis ensuite les formats classiques. Donc le JSON, on voit pour avoir des sorties structurées de Large Language Model, super pratique pour injecter ensuite dans des variables et puis faire du check avec par exemple pas identique si on veut. Ensuite les Magic Commands, des petits soucis de support mais qui vont être fixés. Donc voilà, pour l'instant Python 3.12 n'est pas supporté. Donc ça va venir, hein, la communauté est vraiment dynamique. Et puis également la possibilité de stocker, comme je vous avais dit, stocker des sorties dans des variables. Et en fait on peut faire bien plus que ça. Donc ensuite, je ne vais pas revenir dans le détail des feature requests. Peut-être une ou deux. Donc le support de Ollama pour faire tourner en local des modèles. Des modèles custom locaux. Et puis faire tourner les modèles, consommer les modèles qui sont les inférences qui sont sur Hugging Face. Voilà. Donc allez, c'est parti. On va installer les paquets. Donc on n'a pas besoin d'énormément de choses. On a juste besoin de Jupyter AI et Jupyter AI Magics. Et donc ça c'est la partie vraiment Jupyter AI. Et ensuite, vu que je vais moi utiliser mon abonnement OpenAI, je vais avoir besoin d'installer les paquets OpenAI. Voilà. Ensuite, je charge l'extension et ça y est. Là, on est prêt. Le setup est fait. Donc on n'a plus qu'à utiliser. On va passer en phase exploitation des services d'IA dans un notebook. Donc vous voyez, c'est super simple à mettre en place. Donc là, on est en 2.10.0 et on va l'aide est embarquée. Donc d'ailleurs, la librairie elle-même embarque tout ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser. Limite, on n'a pas besoin d'aller sur le web pour regarder la documentation. Donc déjà, l'aide en ligne, super bien documentée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser mes clés secrètes donc d'OpenAI. Donc lui, ce qu'ils attendent, c'est une clé dans l'environnement. Donc je récupère mon secret dans mon keystore Kaggle. Et puis ensuite, je charge la clé, puisque ce qui est attendu, c'est ce nom-là précisément. Et je fais pareil avec Hugging Face. Donc voilà, là j'ai géré mes secrets. Et maintenant, on va voir quels sont les modèles qui sont disponibles depuis Jupyter AI Magic. Donc ce qui est super avec Jupyter AI Magic, c'est que via des commandes, ça s'auto-documente. Donc là, je vais demander quelle est la liste des modèles que je peux venir consommer. Et donc vous voyez, il y a Bedrock, donc ça c'est Anthropic. Donc Anthropic AI, c'est eux, voilà. Ils ont des super modèles et c'est eux qui font Claude et Claude 2, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre? Donc là, vous voyez, on a le provider et ensuite les modèles disponibles. Donc on a Azure OpenAI, on a GPT4All, et vous voyez, la liste des modèles est assez conséquente. Hugging Face Hub. Donc pour l'instant, j'ai pas réussi à le faire marcher, comme on verra après. Et ensuite, OpenAI, donc ce qui nous intéresse. Et vous voyez, OpenAI API Key, donc c'est la clé qui est attendue, c'est le nom de la clé dans l'OS. Et donc je respecte la convention comme m'indique la documentation. Et donc ensuite,
OpenAI Chat, et donc là par exemple il y a OpenAI Chat GPT-4, GPT-4, GPT-3.5 Turbo, avec les contextes différents. Donc j'ai tout à disposition et j'ai qu'à venir me servir. Et ensuite, il existe une autre notion qui est vachement pratique aussi pour rendre le code encore plus facile à lire, qui sont accélérateurs. Ce sont les custom commandes. Donc les custom commandes, en gros, ce sont des alias, des raccourcis. Donc par exemple, je sais que si je mets GPT-4, bon, bah, je vais aller taper sur GPT-4 et ChatGPT, qui est la version que tout le monde connaît, gratuite. Donc on va taper sur GPT-3.5 Turbo, qui est déjà un très bon modèle. Donc ça veut dire que là, on va pouvoir taper GPT-3.5 Turbo qui coûte vraiment pas cher, ou du GPT-4 directement avec les alias. Et si on met des modèles custom, on peut créer nous-mêmes des alias qu'on va pas faire aujourd'hui, mais voilà, donc c'est possible. Donc ce qu'on va faire, on va aller choisir un modèle. Donc là, Hugging Face, pour l'instant, j'ai pas réussi à le faire marcher, donc je désespère pas, mais je reviendrai dessus et je le ferai. Et donc on va partir sur ChatGPT, tout simplement. Donc ChatGPT, ça veut dire que derrière, en fait, je vais appeler GPT-3.5 Turbo. Donc c'est parti. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut bien avoir conscience que juste par cette petite phrase, je vais déclencher l'appel à ChatGPT 3.5 Turbo et je vais avoir la réponse directe avec un format par défaut dans la cellule d'après. Donc là, voilà, ChatGPT, hello. Je lui demande hello et lui me répond hello. Ensuite, on peut commencer à jouer avec. Donc là, je suis passé par l'alias. Si je veux le modèle de nom complet, on va faire une commande un petit peu plus entre guillemets complexe, mais bon, vous voyez, ça reste extrêmement simple. Donc le modèle cible, GPT-3.5 Turbo en version chat, et une sortie en Markdown. Donc là, bon, bah, la phrase est simple, un haïku, et voilà, j'ai la réponse comme ça. Ensuite, maintenant, bah, je vais appeler GPT-4. Donc formaté en Markdown. Donc là, pour l'instant, on voit que le format, il n'y a pas grand impact, parce qu'il n'y a pas de section, il n'y a pas ce genre de choses, pour l'instant en tout cas. Et je lui demande de m'écrire un haïku sur Python. Donc déjà on voit que la réponse elle est un peu plus intelligente que ce que je demande à GPT 3.5. Donc voilà la réponse. Donc vous voyez, je peux appeler des modèles ou même des custom modèles si ça me chante, et injecter la sortie directement dans nos notebooks. Donc par exemple pour du storytelling, c'est vraiment super. Maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est que souvent, on a généré un contenu et on veut le réutiliser pour passer à une autre étape qui, elle, ne dépend pas forcément de l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire de l'interpolation avec les variables. Donc, en fait, je vais récupérer une variable qui est injectée par un processus ou par une sortie de fonction qui a lieu en amont. Et en sortie, je vais déclencher, en fait, je vais faire un prompt template avec ChatGPT directement au sein du notebook. Donc en fait c'est très simple, là je vais le faire avec GPT 3.5. Donc écrire un haïku à propos de, et là je mets mon placeholder, donc name, donc il va injecter Rastadidi. Voilà. Donc là on est en 3.5 et voilà. Donc j'ai ma réponse, j'ai un haïku et je l'ai rendu dynamique puisque je l'ai injecté avec une variable qui vient du notebook. Donc là on a injecté une variable dans un prompt template. On peut aussi faire générer par AI Magic un contenu et stocker ce contenu dans une variable. Donc pour ça, on utilise la commande magique capture. Donc je mets capture la variable et ensuite j'appelle ChatGPT et je pose ma question. Et ensuite, il me reste à aller récupérer dans la sortie ce qui a été stocké pendant l'appel. Donc là, voilà. Salut d'un Jupyter Notebook, quelle est la réponse? Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est que
il a contextualisé ma question, puisqu'il a compris que donc, dans mon message, il y a Jupyter AI Notebook. Et donc, il sait que Jupyter AI Notebook, il peut faire des sorties en Markdown. Donc là, c'est OpenAI qui me répond la connaissance qu'il a déjà sur Jupyter AI. Voilà, donc on peut injecter une variable dans un prompt et on peut récupérer la sortie d'une réponse dans une variable pour faire du post-traitement. On peut aussi faire des maths pour avoir des belles formules, faire quelque chose de propre. Donc ici, on va faire par exemple la conjecture de la Collatz conjecture. Donc j'avais écrit un article sur la Collatz conjecture, donc elle est assez simple. Donc voilà, et sur Wikipédia, donc on voit la formule écrite en LaTeX. Il y a un autre contenu que j'ai dédié à ça, puisque c'est une question ouverte. Hein. Donc la problématique est simple, et la réponse est très compliquée. Voilà. Est-ce qu'à chaque fois, quand on applique cette formule, est-ce qu'on, pour tout nombre entier, est-ce qu'on descend vers 1? Donc la conjecture veut que oui, mais pour l'instant, on ne l'a pas montré. Donc, pour en savoir plus, on peut également aller sur un article dédié qui génère la donnée et qui fait toutes les explications avec de la science des graphes pour compter les composantes et ce genre de choses. Donc là, le sujet d'aujourd'hui, c'est que on va vouloir, on veut demander à l'IA d'avoir une formule belle directement et sans me casser la tête, et je sais juste que c'est la Collatz conjecture. J'aurais pu demander l'équation de la relativité générale, E égale mc2, ou ce genre de choses, des choses plus complexes, ou de l'interprétation, mais ce que je veux à la fin, c'est une belle formule mathématique. Et bien pour ça, c'est tout simple. Donc je demande à ChatGPT, donc là on est en GPT 3.5, hein, donc c'est le modèle le moins 10 ans, et je dis, voilà, je veux que ma sortie soit formulée en mode maths, et je dis, ben voilà, génère-moi la conjecture de Collatz comme une fonction de f de n. Et donc là, la sortie, comme vous pouvez voir, c'est super beau. Donc j'ai ma formule en mathML en fait. Et c'est super beau, c'est fait, et c'est pas moi qui l'ai fait. Et juste une phrase, et ensuite je passe à la suite de mon storytelling. Donc vous voyez la puissance du truc. Super pratique. Ensuite, on peut lui faire générer du code qui lui-même, on va pouvoir exécuter au sein du notebook. Donc, on va rester sur l'exemple de la conjecture de Collatz. Donc, je vais demander à GPT 3.5 Turbo, donc je demande à ChatGPT de me formater en code une fonction qui calcule les séries de Collatz. Voilà, et puis faire des test cases sur la fonction par la suite. Donc j'exécute cette cellule, et là en output, donc vous pouvez voir, hein, output, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de triche. Jupyter AI me dit, voilà, la réponse a été générée par l'IA, et le code arrive ci-dessous. Et donc voilà, le code qui est ci-dessous, donc là ça devient une cellule en input, donc on a l'impression que c'est moi qui l'ai écrite, mais c'est pas moi qui l'ai écrite, hein, c'est l'IA, c'est Jupyter AI via les réponses de OpenAI, et il me génère les fonctions dans une cellule dédiée. Moi, qu'est-ce que je fais derrière? Je l'exécute, ou alors à l'exécution du notebook, ça va exécuter l'ensemble de la trame, puisque là vous voyez, hein, c'est un notebook qui a été enregistré. Donc les exécutions, c'est pas moi qui les ai faites, hein, c'est le runtime. Et donc je reviens sur l'exécution automatique. On voit que tout est automatique ici. J'ai mes séquences. Donc là, vous voyez, on applique la règle 5, 16, 8, 4, 2, 1. Donc on retombe bien sur la fameuse descente 4, 2, 1. Et on voit qu'on finit sur 1. Donc voilà, quelques exemples de la conjecture de Collatz. Voilà. Donc tout ça, ça a été fait par de l'IA de manière automatique. Donc, et là, donc, j'ai sauvé 2 fois. Donc j'ai gardé le contenu précédent. Donc il a accumulé les cellules. Donc pour montrer que vraiment, il génère en automatique, il exécute en automatique. Et sur Kaggle, ensuite, on enregistre le notebook. Et donc la sortie est enregistrée.
Donc voilà. Tout ça, c'est de l'automatique. Et voilà, et on retombe sur nos calculs. Donc tout ça juste avec une commande, une phrase. Hein. Je rappelle que tout ce code et tous ces tests, toute cette génération de données que j'aurais pu stocker dans un objet, dans une liste, dans un tableau, c'est juste cette phrase. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la vitesse et de la productivité qu'on gagne pour expliquer quelque chose ou pour développer un programme ou un rapport. Ensuite, on va passer à des choses un peu plus proches de la data science, on va dire. Donc on va travailler, on va faire du pair programming avec l'IA et on va utiliser des tableaux, donc des data frames, comme on utilise beaucoup. Et donc là, je vais utiliser Pandas. On va créer un data frame un peu bidon, quoi. En fait, là, je ne l'ai pas mis dans le storytelling, mais ce data frame, je l'ai généré lui-même. J'ai pas gardé la cellule, mais ce code-là a été généré lui-même par un appel en mode code où j'ai demandé un data frame de démo. Donc, il m'a sorti ça. Pourquoi pas. Donc, je garde le data frame et on regarde un peu à quoi ça ressemble. Donc, il n'est pas très volumineux, il n'est pas très compliqué, mais il mérite d'être simple à prendre en main. Donc on a un nom, un âge et une ville. Ce qui est chouette, c'est qu'on a des filles et des garçons, on a des âges un peu différents et on a des villes. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais chatter avec les données, avec mon data frame, directement depuis mon interface. Donc, pareil. Là, le chat, on va faire pour chatter avec des données, on va demander du code et qui va s'exécuter et qui va répondre à la question. Donc c'est ça le workflow. Donc le workflow, comme précisé ici, on demande à créer le code qui répond à une question. Ensuite, le notebook exécute le code et puis après, on profite de la réponse. Donc c'est parti. On appelle ChatGPT, donc toujours un GPT 3.5. Donc, on va voir la qualité des réponses et la pertinence. Et puis là, il n'y a pas. Si le code ne fonctionne pas, le code généré, le notebook ne va pas compiler. Donc, on ne va pas avoir la version. Donc là, vous voyez la version enregistrée, c'est du code qui a été généré et puis qui a été sauvegardé dans la foulée. Donc, voilà. Donc, écrit le code qui me donne la personne la plus âgée du data frame. Et là, je reviens sur la technique que j'ai montrée plus haut. J'injecte directement mon data frame. Donc mon data frame, c'est celui-là. Ensuite, en réponse, il me dit, bon ben voilà, la réponse a été générée. Et il m'a créé cette cellule. Donc là, il fait l'intégration directement il passe les commandes sur le data frame. Et il me dit, en fait, il a compris. C'est ça qui est génial, c'est qu'avec les capacités de GPT 3.5, il a compris le sens de ce data frame. Je ne lui ai pas expliqué, mais il y a des noms de colonnes qui sont quand même assez explicites, un nom, un âge, une ville. Et donc il s'est dit, ok, dans le data frame, ce qui m'intéresse, c'est l'âge, et quel est l'âge le plus grand. Donc là, moi, si je le fais à la main, je vois que 35, c'est Charlie. Et donc la réponse, name Charlie, age 35, city Los Angeles, oui. Donc j'ai ma réponse. Directement en ayant injecté mon data frame. Et j'aurais pu aussi lui demander par la suite de me répondre en français ou de me répondre en données. Mais vous voyez que la réponse, elle est pertinente, elle est juste. Et j'ai pas eu beaucoup vraiment d'efforts à faire. Je lui ai juste demandé un data frame avec des colonnes bien nommées, ce qui veut dire qu'il faut bien décrire la donnée, comme d'habitude. Et si on fait ça, les réponses tombent toutes seules, de manière automatique. Donc là, je n'avais pas effacé, donc il a rajouté ces cellules et il les a enregistrées. Et on voit exécution après exécution, les différentes stratégies. Donc vous voyez que là, il a appliqué la même stratégie. Et là, il a appliqué une autre stratégie. Donc en gros, il a d'abord calculé l'âge max et ensuite il a demandé au data frame les lignes, les items dont l'âge est égal à l'âge max. Donc c'est assez rigolo.
Et vous voyez les différentes stratégies qui sont accumulées, c'est vraiment intéressant à regarder. Donc chaque fois qu'il y a un nouvel item, c'est que j'ai enregistré que je n'ai pas effacé la cellule, donc il a gardé l'historique. Bon, quand même, il semble préférer cette syntaxe-là, qui semble être plus naturelle. Et celle-là, par contre, pour un être humain, elle est assez facile à lire. Euh, voilà. Donc là, c'est du pandas, mais je pense qu'avec du SQL, on peut faire le même genre de choses. Ensuite, une réponse en texte, c'est bien, mais des fois, on veut aussi avoir le graphe. Et j'ai un data frame, mais imaginons que je n'ai pas les compétences, ou que j'ai pas le temps, je veux vite quelque chose, je veux vite un graphe, je veux vite du code. Et je ne vais pas aller sur ChatGPT ou sur Copilot, ou GitHub Copilot, je veux directement mon chart dedans. Donc pour faire ça, pareil, je reste sur ChatGPT, donc GPT 3.5, puisque on en parle. On va aller sur le pricing, donc on va regarder quand même le prix. Voilà, donc là on est en GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo. Donc vous voyez, c'est vraiment très très peu cher ici. Donc là, bon, nous on est en francs Pacifique ou en euros, ça fait vraiment pas grand chose. Donc moi c'est sur ce plan-là que je suis. Donc voilà, ceci étant dit, après si on utilise des modèles open source, bon bah il faudra payer le run de l'API. Voilà, donc je pars sur GPT 3.5, je veux du code en sortie, et ma commande c'est que je veux voir un bar plot. Pareil, je réinjecte mon data frame, et mon prompt, je lui dis donc voilà, display le bar plot, et puis ensuite le plot, mets-le dans un rapport qui s'appelle report.pdf. Donc là, vous voyez déjà, il y a pas mal de choses un peu complexes, et on va voir comment GPT 3.5 s'en tire. Donc, out, la cellule a été générée par l'IA, et on se retrouve avec cette cellule. Donc, il injecte le data frame. Donc là, on voit que il a copié le contenu du data frame pour le recharger dans un data frame, donc c'est rigolo. Il importe matplotlib, et ensuite il passe ses commandes. Voilà. Et ben, ça marche. Et là, comme vous pouvez voir, ça marche du premier coup. Hein. Donc on voit que Charlie est au centre, et que donc Charlie 35 ans, et ce qui est rigolo, c'est qu'il a trié aussi, donc par le prénom. Et puis les légendes sont pas mal. Âge distribution, name, âge, donc vous voyez, c'est vraiment propre, et ça m'a demandé rien, hein, juste une phrase. Hein. Voilà. Donc en langage naturel, je demande quelque chose, et en sortie je l'ai directement dans mon notebook. Et le code source qui a été généré, une fois qu'il a été généré, bon ben, j'ai pas besoin de réappeler l'IA par la suite. Si ça me chante, même je supprime la cellule et je garde que le code. Donc là, en termes de développeur expérience, c'est juste incroyable, quoi. Et donc, dans ces exécutions, on voit qu'il est stable. Donc ça, c'est une autre génération de code qu'il a faite, puisque je n'ai pas supprimé les cellules qu'il a générées, comme vous avez pu voir. Et donc, on a une sorte d'historique. Donc là, ben, il est stable. Et à chaque fois, en fait, il va faire le même code. Donc vous voyez, c'est vachement consistant. Voilà. C'est systématiquement le même code qui a été généré. Donc là, on a vu des cas un peu data science, mais on peut aussi faire des cas métiers avec des données vivantes. Et là, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là, le but, c'est qu'on va carrément utiliser des données que j'ai préparées en amont, qui sont mises à jour en continu, et on va générer quelque chose qui habituellement demande du temps, des ressources, des compétences, et donc pas mal d'argent. Et là, on va le faire avec le simple coup d'un appel d'API à OpenAI. Donc le but ici, c'est qu'en fait, on va travailler sur des menus d'un restaurant, d'un de mes restaurants, de mon restaurant fétiche même.
Donc le restaurant au petit café. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est y aller, aller pour déjeuner sur place. Donc voilà, il y a les menus qui sont ici. Ils sont super bons, je vous conseille franchement d'y aller. Donc c'est à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc ils sont disposés comme ça. Et j'ai créé un SDK et pas mal de contenu. Il y a une série dédiée ici avec des réalisations qui sont liées à ça. Donc récemment j'ai aussi fait un chatbot qui répond de manière intelligente et contextuelle à mes requêtes. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser les données, parce qu'il y a une repository de données, donc qui utilise le SDK, et donc je vais aller me positionner, oui voilà. Hop. Je vais vous montrer. Bon, en fait, j'ai fait un Jupyter Notebook. Et donc voilà, donc on peut venir simplement consommer les données en data frame, en data. Donc là, par exemple, on voit la dernière exécution. Et les données sont publiées en continu ici, donc avec un CSV super clean. Donc ça, ce sont les menus actuels. Hein. La dernière mise à jour a été faite cette semaine. Donc voilà, et ça, donc c'est fait automatiquement avec des actions GitHub. Donc les menus se maintiennent tout seuls. Voilà. Donc il y a 3 jours, les données ont été mises à jour et committées directement sur la repo. Donc ici, il y a 3 jours de ça. Et si on veut suivre, donc c'est le weekly snapshot. Et donc on voit que les commits se font régulièrement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser ces données-là et interagir avec de l'IA directement dans le notebook, mais en imaginant qu'on n'a aucune compétence en développement, et donc générer vraiment de la valeur métier. Alors, on va récupérer les données, donc notre cas métier. Hein. Ce qu'on va faire ça en 2 pas. On va récupérer les menus, donc qui sont en français, puisque c'est un restaurant français, et on veut la version en anglais des recettes. Aujourd'hui, on a les menus en français sur place et il n'y a pas de version internationalisée. Vous voyez? Donc ça, c'est le cas métier. Moi, ce que je veux, c'est avoir un menu en anglais, parce que ça me chante, et puis il y a pas mal de touristes qui viennent d'Australie, Nouvelle-Zélande, ou de l'étranger en général, et l'anglais, c'est quand même bien pratique. Donc, voilà mon cas métier. Alors ça va être très simple, ça va aller très vite. Je vais constituer mon data frame. Donc pour commencer, je vais juste, comme il y a les URL des images, je vais augmenter la taille des colonnes. Je vais la mettre infinie en fait, pour qu'on n'ait pas l'URL tronquée et que vraiment on puisse récupérer les bonnes images. Donc option, voilà, ici. Et je vais ensuite prendre le CSV que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est les menus. Donc si on veut aller vérifier, donc Boboon au surf, on va juste vous montrer que c'est vraiment de la vraie donnée. Hop, Boboon au surf, voilà. Donc ce sont vraiment des données live hein, qui sont mises à jour en continu. Donc c'est un vrai cas métier. Donc je charge ça dans un data frame et j'affiche le data frame. Donc voilà,
on a les ressources ici. Donc on se retrouve dans le cas où on a tout ce qu'il faut dans une variable de type DataFrame avec des bons descriptifs, des contenus fortement typés, de la catégorisation, un descriptif et la ressource de l'image. Donc si je m'amuse à aller regarder, je vais retomber sur la photo. Donc voilà, côté data, je suis prêt. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va atteindre la cible. Je veux le menu en anglais, moi, c'est ça qui m'intéresse. Pour que, par exemple, les serveurs puissent répondre de manière plus aisée et vraiment avec un onglet bien travaillé, ou tout simplement avoir un site ou un menu en PDF en anglais, directement. Et bien pour ça, c'est super facile. Donc là, vraiment, ça porte bien son nom, hein, on va faire à la magie. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir le menu en Markdown et faire la traduction de français en anglais. Donc c'est très simple. Je veux une sortie en Markdown. Là par contre je vais utiliser GPT-4 pour avoir vraiment une expérience utilisateur, vraiment une expérience client vraiment optimale. Et voilà mon prompt. Explique, alors traduit en anglais, le menu du jour en utilisant les données suivantes. Et là, je réinjecte mon data frame, celui-là même qui est ici. C'est tout. Donc, une seule phrase. Et voilà la réponse de GPT-4. Déjà, il me sort que il commente que ça date du 6 février. Donc oui, c'est les menus au 6 février. Et il a analysé le data frame et il a remarqué qu'au 6 février, on avait ces menus-là et que donc ce menu s'appliquait au 6 février. Donc déjà, c'est un très bon début. Et ensuite, le Markdown, l'avantage, c'est qu'on va avoir le contenu riche avec des sections, des images. Et là, les images, ce sont celles du site web. Hein. Donc, voilà la réponse. Donc, plats principaux. Donc, on a le prix. On retrouve la description du plat, traduite, et bien traduite, et la photo. Voilà. Donc, ben, ça y est. J'ai la liste de mes plats avec la description, le prix, la photo. J'ai demandé du Markdown, donc il me suffirait de pousser ça sur une page, sur une repository GitHub, et le travail est fait en une seule phrase. Donc là, on peut dire que c'est magique. Et ensuite, ce qui est super, c'est que vous voyez, il a fait la distinction entre les plats et les desserts. Donc, il n'a pas mis l'unité du prix, j'aurais pu lui dire que c'était des francs pacifiques. On va juste aller regarder. Hein. Donc là, les brownies, prix 1200. Sur place. Ah, il ne trouve pas ici, comme ça. Donc je vais aller avec les desserts. Brownies, 1200. Voilà, brownie 1200. Brownie au gingembre. Donc voilà. Hein. Brownie au gingembre, mousse banane, glace cacahuète et praline. Ginger brownie, banana mousse, peanut, ice cream and praline. Génial. Donc là, il valait mieux s'appuyer sur GPT-4 pour avoir un optimal. Je n'ai pas fait le bench, hein. On pourrait regarder ce qui se passe avec GPT 3.5, mais avec GPT-4, les résultats sont super. Le taille de contexte, la window, elle n'est pas très, très grosse. Et puis les prix baissent régulièrement, donc c'est vraiment un bon compromis. Les menus changent chaque semaine, donc si on voulait faire de la prod dessus, ça coûte vraiment pas cher d'avoir des services de traduction pour une carte en anglais, par exemple. Voilà, donc là, on continue à dérouler le café gourmand, gourmet de coffee. Donc, vous voyez, il est là. Donc, café gourmand. Et donc, c'est une bonne alternative, servi avec 3 mini desserts du jour. Voilà, c'est vraiment propre. Hein. Nickel. Et donc,
là, on a fait une sortie en Markdown. Imaginons, donc je vais rappeler les options de format de sortie. Voilà, donc on a une sortie en Markdown, mais si je veux un site web, bon, je vais privilégier plutôt le HTML. Donc, je vais juste lui demander de me faire du HTML et de l'afficher dans mon notebook, mais j'aurais pu l'injecter dans une variable, l'écrire dans un fichier, etc., etc. Donc, c'est reparti. Je reprends exactement le même prompt, mais en sortie, je lui demande du HTML. Et donc là, voilà la liste. Donc, c'est super propre. C'est en anglais. J'ai mon menu en HTML, en anglais, avec les images, les prix. Et puis après, j'aurais pu jouer avec mon prompt, lui demander faire des sauts de section, faire 2 tableaux différents, transformer ça en PowerPoint, et il m'aurait fait le code pour faire le PowerPoint. On peut aller encore un petit peu plus loin. Imaginons des cas où, déjà j'arrive dans ce restaurant qui est français, tous les serveurs ne parlent pas forcément anglais, et donc on va se passer dans un mode chatbot. On va se positionner dans un cas avec un assistant virtuel, et les clients demandent des conseils par rapport à leurs préférences. Donc là, par exemple, le régime alimentaire. Et on va faire ça avec un unique prompt. Alors c'est parti. Je vais demander du HTML en sortie. Imaginons que sur mon site, je vais aller voir la page des végétariens, par exemple, puisque aujourd'hui, on a à emporter, mais je pourrais avoir une petite type ici pour les végétariens. Donc là, on améliore l'expérience utilisateur à notre guise et surtout sans aucun développement. C'est juste du prompt. Alors, en tant que végétarien, quel plat devrais-je choisir parmi les menus suivants? Et je demande expliquer chaque choix en anglais, puisque moi je suis un touriste anglais, et utiliser les données. Donc on revient, on injecte le data frame, et puis là j'ai mis une petite typo, mais ça ne va pas gêner. Prends bien soin d'afficher la photo. Donc là, imaginons que je suis dans un chatbot. Alors, en tant que végétarien, vous pourriez choisir le plat suivant, donc plat végétarien. Donc il a reconnu le plat végétarien dans les menus, donc c'est génial. C'est un plat végétarien qui est fait avec des vermicelles, du soja, des légumes, un M végétarien, des pickles et une salade. Ça coûte 2950 et voici l'image. Donc là, vous voyez l'expérience utilisateur, elle a fait un énorme bond en avant. Je n'ai sollicité personne, j'ai uniquement sollicité un assistant qui m'a répondu de manière contextuelle à une question qui n'est pas forcément évidente. J'ai ma réponse en image. C'est vraiment super. Et ensuite, il va passer l'ensemble des plats. Donc là, il a identifié que c'était le plat végétarien, mais pour les desserts, parce que c'est pas parce qu'on est végétarien qu'on mange pas de dessert. Voilà. Et donc, il y a tous les desserts qui sont disponibles pour moi en tant que végétarien, y compris le café gourmand. Et la petite note de fin. C'est toujours une bonne idée de demander au serveur si jamais ça cache des traces, par exemple, de produits non végétariens, puisqu'il met des précautions sur la description du plat. Donc très, très impactant comme possibilité. Et maintenant on va aller encore plus loin. Donc nous en Nouvelle-Calédonie, on est dans le Pacifique Sud et parfois il y a des touristes japonais. Donc autant traduire en anglais, on va dire que c'est pas forcément évident de traduire, mais ça se fait. Japonais, ça va être plus difficile, et donc comme c'est une compétence qui a priori est un peu plus rare, ça risque de coûter un peu plus cher. Moi, avec ChatGPT, avec GPT-4, le nombre de tokens, c'est le même que je parle anglais, français, c'est le même coût. Donc à coût équivalent, je vais générer un menu en japonais. Donc c'est parti. On veut avoir les menus en japonais. Donc, c'est vrai que traduire en anglais, c'est pas forcément si c'est difficile. Donner les détails sur un plat,
expliquer vraiment ce qu'il y a dedans, là, c'est un peu moins évident. Et japonais ou chinois, là, c'est plus rare. Moi, personnellement, bah voilà, j'y connais pas un mot du tout. Mais pourtant, j'aimerais bien optimiser mon expérience utilisateur pour les japonais ou les chinois. Ou les russes, admettons. Euh, et parler avec un client japonais, si on ne parle pas, ben là, on est coincé. Donc, ça veut dire qu'on perd des opportunités. Donc là, on va voir comment construire une expérience utilisateur vraiment constante, de qualité constante, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son langage et quelle que soit notre expertise dans le langage, pour lui servir les bons plats et lui expliquer et mettre en valeur notre propre carte. Donc attention, ça va aller vite, il n'y a pas grand chose à changer. Donc je veux la sortie en Markdown, puisque elle se prête bien au notebook. Et c'est parti, donc je lui parle en anglais, j'aurais pu lui parler en français, on parle dans n'importe quelle langue, donc explique, traduit en japonais, le menu du jour, en utilisant les données du data frame. Et là, c'est parti. Donc, bon. Là, moi, je vais pas pouvoir traduire en ligne. Donc, je vais utiliser. On va faire un test. Donc, je vais utiliser GPT-3.5, mais cette fois-ci en tant que client final. Et après, on va tester un autre moteur juste pour voir. Donc, je vais lui dire. Non, ça. Hop. Traduis cette phrase en français. Ok, donc date menu, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi venir se mettre sur Bard. Et on va voir si on va tester la traduction en fait. Ok. Traduis la phrase suivante en français. Bon, je ne dis pas que c'est en japonais, hein, c'est à lui de comprendre que c'est du japonais, mais ça lui semble pas poser beaucoup de problèmes. Ok. Ah, là par contre il est beaucoup plus détaillant. Donc oui, date du 6 février. Donc on va faire en sorte d'avoir une expérience un petit peu plus intéressante, c'est-à-dire que on a utilisé les services de OpenAI GPT-3.5 pour traduire de l'anglais en japonais et on va utiliser Google Bard pour faire la partie japonais-français pour contre-tester. Alors là, ce qui est super, c'est que il explique les symboles. Donc ça veut dire date du menu. Et ouais, ça c'est super cool. Ouais, carrément. Excellent. Waouh, ça c'est vraiment, vraiment cool comme réponse. Euh, et ensuite, ben, il fait la carte, hein. Donc ce qu'on va faire, on va voir s'il garde mon contexte. On va faire pour le premier plat. Bon, ça je sais pas. Alors je vais lui dire traduis ça. Traduis ceci en français. Avec des rouleaux de printemps, vermicelle de riz, pickles. Ouais, la traduction. Et il me donne les détails de tous les ingrédients. C'est génial. Donc là, vous voyez, c'est consistant. Donc en tant que japonais, ben, en fait, j'ai ma carte en japonais. Juste avec une seule phrase. Il suffit de demander, en fait. Et pour la suite, donc bon, on va en faire juste un autre. Tiens, on va faire le brownie. Délice gourmand, un brownie moelleux parfumé au gingembre, banana, oh, putain, c'est génial. C'est vraiment excellent. Donc ça montre deux choses. Un, la traduction était bonne, très bonne, et puis que Google Bard, Gemini, il marche vraiment bien.
pour les rôles de traduction. C'est vraiment d'une excellente qualité. Donc là, voilà, j'ai ma carte en anglais, en japonais. Il suffit de demander. Et, euh, et voilà, le job est fait. Et mes clients, quelle que soit leur nationalité, sont heureux, servis et ils comprennent ce qu'ils vont manger. Et voilà. Donc tout ça juste avec un Jupyter Notebook, un compte OpenAI et de la donnée. Donc c'est vraiment très très impactant. C'est un vecteur d'accélération incroyable pour peu toujours qu'on ait les données, ce qui est là est le cas. Donc vous voyez qu'on peut révolutionner les expériences utilisateurs avec un petit peu de code et un petit peu de données et un petit peu d'imagination. Donc tout ce code est open source, sera public très prochainement. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à donner des suggestions ou des demandes d'évolution. Il y a des travaux qui vont suivre assez rapidement. Et puis donnez vos idées, vos feedbacks, et puis vous-même réalisez des choses dessus et les partager. Voilà. Donc n'hésitez pas à suivre ce notebook, à commenter dessus. Et également, si vous voulez être au courant de news, voilà, je vais venir me positionner ici. À venir me suivre sur Devto, surtout cette série, et sur lequel l'article que je vous ai montré aujourd'hui, qui concerne la démo que je vous ai montré aujourd'hui, va venir s'inscrire. Voilà, donc à vous de jouer, bonne innovation, faites-vous plaisir, éclatez-vous avec l'IA, et vous voyez que l'IA, pour faire le bien, est tout à fait possible, et peut être vecteur d'accélération du business, avec pas forcément beaucoup d'efforts ou beaucoup d'argent. Voilà, à vous de jouer, et à bientôt. Ciao.